Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous de nouveau cette semaine pour notre webconférence et nous espérons que tout va bien chez vous. Pour ma part, je suis Éric Bonnem, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, basé à Lyon, qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek, Expédition Unlimited pour les expéditions polaires et à haute altitude, et Saga qui propose des voyages pour la préservation de la biodiversité. La semaine prochaine, nous revenons à un rendez-vous de déconfinement pour nos webconférences, c'est-à-dire en fin de journée de 18 à 19 heures et donc le jeudi. Et nous aurons la semaine prochaine la chance de nous entretenir avec un homme exceptionnel, comme d'ailleurs cette semaine et la semaine dernière, Aymeric Ficet, qui est grand voyageur et fondateur de la maison d'édition Transboréal. Il nous parlera de sa philosophie du voyage à pied, de ses livres et de son prochain projet qui est non moins passionnant autour de l'abbaye de Bonnecombe. Donc, c'est la semaine prochaine, jeudi de 18 à 19 heures. Voilà, vous pourrez retenir d'ores et déjà cette date. Mais pour l'heure, après notre webconférence consacrée au Kailash du Pakistan la semaine dernière, nous allons retrouver un grand ami de Tamera et de Secret Planet, Marc Dozier, qui est bien connu de la plupart d'entre vous, qui est un photographe, un réalisateur, un auteur, un grand voyageur, amoureux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont il a fait des clichés dont on se souviendra longtemps, et qui va nous parler donc de ses secrets de photographe. Puis il nous parlera d'un projet qui lui tient à cœur, mais je laisse le dévoiler en fin de conférence. À noter que Marc est aussi à l'initiative d'un projet donc de documentaire pour Arte qui s'appelait donc Photographe voyageur, qui a été diffusé en décembre dernier et à laquelle projet auquel Tamera et Secret Planet ont donc participé en tant que partenaires. On verra d'ailleurs un teaser qui reprend l'un des 10 films qui ont été donc produits à cette occasion. Voilà, donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur les techniques de photographe et autres, sur sa passion pour la Papouasie, en fin de conférence. Donc, je reprendrai vos questions. Marc, merci d'être avec nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Éric pour cette invitation, bien sûr. Merci à tous d'être là. Je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec vous autour de mes secrets de photographe. Ce que je vous propose, parce que je pense que quelques images sont toujours mieux qu'un long discours, c'est qu'en guise d'introduction, je vous laisse visionner un tout petit teaser de 2 minutes qui a été réalisé dans le cadre de la série Photographe voyageur dont tu as parlé, Éric, dont Secret Planet était partenaire, sur mon travail de photographe. Et ensuite, on se retrouve et puis je commencerai à vous en dire un petit peu plus sur mes photos et puis à vous donner quelques conseils. Voilà. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une terre mystérieuse qui m'a envoûté il y a bien longtemps déjà. J'ai passé ma vie à explorer ces îles perdues et ces forêts primaires, à partager la vie de tribus méconnues et à photographier leurs cérémonies secrètes. Aujourd'hui, à l'occasion d'un séjour dans 2 villages chers à mon cœur, je vous invite à rencontrer mes amis du bout du monde et à partager ma vie de photographe voyageur. Voilà, alors ces images qui ont été tournées par Quincy Russell et Pascal Fayolle dans le cadre de la réalisation du film Photographe voyageur pour Arte donnent, je trouve, un bon aperçu de mon travail, de ma passion autour des Papous et de la Papouasie. J'ai l'habitude généralement de dire que je suis un fou des Papous. Et c'est vrai que ça fait plus de 25 ans maintenant que je voyage en Papouasie. J'ai aussi l'habitude de dire que j'ai perdu tous mes cheveux en Papouasie-Nouvelle-Guinée et je pense que c'est
que c'est assez vrai, c'est pas une exagération. Donc j'ai passé beaucoup de temps et depuis 25 ans, je réalise des films, des documentaires et puis beaucoup de photographies. Alors peut-être que vous avez vu le film Frères des Arbres qui a été aussi diffusé sur Arte il y a 3 ou 4 ans avec mon acolyte de toujours, le chef papou Mudije Kepanga. Et puis je travaille beaucoup comme photographe bien sûr pour la presse. Alors je vous propose tout de suite qu'on découvre des images ensemble parce que on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je réalise beaucoup de reportages pour la presse française ou internationale, ici pour Paris Match, ici pour le Figaro par exemple, avec un travail sur la prison de Bomana. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans sa globalité et pas forcément uniquement la dimension exotique, mais aussi sa dimension moderne et sociale. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant, une autre photo qui témoigne d'une autre partie de mon travail avec mon copain Mudije que vous pouvez voir à droite et Polobi à gauche, qui sont 2 chefs papous que j'ai invités en France, autour desquels j'ai réalisé beaucoup de films, de photos, de livres, etc. Voilà, ça c'était une publication dans le monde. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on partage ensemble un moment avec un certain nombre, un florilège d'images de Papouasie-Nouvelle-Guinée que je vais commenter et puis que je vous donne, image après image, des conseils que vous pourrez utiliser pour tous vos voyages, c'est-à-dire que ce n'est pas particulier à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que c'est simplement des conseils de bon sens que vous pourrez utiliser simplement chez vous, dans votre quartier, votre région, et puis pourquoi pas, évidemment, pour des voyages plus lointains. Alors, quand j'ai commencé à organiser ces photos, je me suis posé une question, je me suis demandé comment j'allais structurer cette rencontre. Et puis, je me suis dit que le plus simple, c'était pas de s'arrêter sur la dimension technique, parce que je pense que c'est pas le plus important, mais plutôt sur des thématiques avec des types de lumière et avec des façons de faire, j'allais dire, pour faire des photographies. Voilà. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on découvre les festivals. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a beaucoup de festivals. Certains sont très connus. Les 2 plus connus sont le Hagen Show, qui a lieu à la fin du mois d'août, et le Goroka Show, qui a lieu au milieu du mois de septembre. Donc, ce sont d'immenses rassemblements tribaux où se retrouvent des centaines, voire même des milliers de danseurs parés qui viennent et dans une espèce de joute, une compétition, vont danser et vont s'opposer, j'allais dire, entre guillemets, avec leurs plus belles parures. Alors évidemment, c'est vraiment un paradis pour les photographes. Évidemment, il existe des festivals tout autour du monde, mais je pense que les règles qui s'appliquent aux festivals, comme celui du Hagen Show, s'appliquent à tous les festivals. Alors, là, c'est une image que j'ai réalisée au Hagen Show avec 2 femmes très tôt le matin. Et ça, c'est vraiment la règle de base. C'est que souvent, les festivals en Papouasie commencent vers 10 heures du matin. Il ne faut surtout pas y aller à 10 heures. Au contraire, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin. Et même si c'est possible, de prendre rendez-vous le jour d'avant, avant le festival, d'essayer de rencontrer des danseurs, des festivaliers pour leur donner rendez-vous en leur demandant où est-ce qu'ils se préparent et leur demander l'autorisation de venir les photographier. Et ça, c'est un deuxième conseil qui est aussi très important, c'est vraiment de demander l'autorisation. Alors, ça paraît idiot, mais d'abord en Papouasie, c'est très très important parce que si vous ne demandez pas l'autorisation à quelqu'un, il risque de vous poser des problèmes. Mais je pense que si ça permet de briser la glace, d'entamer une discussion, de ne pas sortir son appareil photo tout de suite, mais de demander l'autorisation, de revenir le lendemain. Est-ce que je peux venir faire des photos? Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que vous seriez d'accord? Oui. Voilà. Et donc, il y a une première rencontre qui se passe sans l'appareil photo et qui souvent permet de briser la glace. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est penser à demander l'autorisation. Ça paraît idiot, mais on ne le fait pas toujours. Parfois, on a envie d'arriver, de prendre une photographie, alors qu'il faut prendre le temps, je pense, de rencontrer d'abord son ou ses sujets. Et puis après, il faut arriver tôt. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et bon, je pense que vous le savez déjà, la lumière fait tout. On aura l'occasion d'en parler plus tard pendant cette webconférence. Mais la lumière est essentielle et c'est évidemment souvent le matin que la lumière est la meilleure. Donc, entre 7h, 8h, 9h du matin, parce que le soleil est bas sur l'horizon, eh bien, à la fois la couleur est beaucoup plus chaude et ensuite la lumière dessine mieux les volumes. Donc, il vaut mieux être là très tôt et commencer à faire ses photos au moment du festival, j'ai envie de vous dire, entre 7h et 9h du matin. Moi, après 9h du matin, je ne fais plus vraiment de photos avec des lumières directes parce que les lumières sont trop dures, ça fait des ombres sous les yeux et je vais me concentrer à ce moment-là sur des images plus de détails.
Alors, voilà, ça c'est une première image que je voulais vous montrer. Je vous en montre une autre. Vous voyez, comme je vous le disais, ça c'est vraiment avant le festival, quand des houlis, deux hommes de la tribu des houlis se préparent. Et donc, ils sont tout occupés aussi à leur préparation et ils ne s'intéressent pas à nous, en tant que photographes. Ça permet aussi de réaliser des images qui sont plus naturelles. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, là, je vous montre une autre image aussi à l'occasion d'une préparation. Là, j'avais eu beaucoup de chance. Là, c'était pas le matin, justement, il était 11 h ou midi. Et je suis rentré, j'ai passé la tête dans une case. Il y avait un vieux monsieur qui s'appelle James qui était en train de préparer sa coiffe dans la tribu des Simbai. Et il y avait un petit peu de fumée dans la case et ces rayons de lumière incroyables. On serait cru un concert de Pink Floyd. Donc forcément, j'étais extrêmement excité de pouvoir réaliser cette photographie. Je vous donne un autre conseil qui est directement lié à cette photo. C'est que ce qui est très important, c'est vraiment d'observer la lumière. Ce que je dis très souvent, c'est que la différence entre les photographes professionnels et les amateurs, c'est que les photographes professionnels évitent de faire des mauvaises photos. C'est pas qu'on fait de bonnes photos, c'est qu'on évite de faire des mauvaises. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dans 99% du temps, la lumière n'est pas très bonne, les conditions ne sont pas très bonnes. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas faire de photos. Il faut économiser son énergie et se concentrer sur des moments où la lumière est bonne. Et je crois que le premier conseil aussi, ou un des conseils les plus importants que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à identifier les bonnes typologies de lumière. C'est-à-dire que moi, je vous invite à regarder des photos de photographes professionnels et je vous invite à regarder la lumière, à ne pas regarder les choses telles qu'elles se passent tout simplement, dénuées de cette dimension lumineuse, mais de regarder ce qui se passe devant vous en prenant en compte la dimension lumineuse. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous regardez une scène, eh bien, regardez s'il y a de belles ombres, si la lumière est belle, si vous êtes dans le bon sens, s'il y a une lumière douce, s'il y a une lumière dure, etc. Parce que c'est en regardant ces lumières qu'ensuite on peut se concentrer pour capturer les belles lumières et dédaigner les mauvaises lumières. Voilà, ne pas s'occuper des moments où les lumières ne sont pas très fortes. Voilà, alors ça c'est aussi un conseil qui est important. Après, évidemment, il faut prendre le temps de passer un certain temps avec son sujet, être proche de lui parler. Pour moi, je pense qu'évidemment, c'est aussi essentiel. Et puis, chercher des détails, des angles, des détails. Donc là, par exemple, effectivement, cette dame qui se prépare à l'occasion d'un festival dans la région de Montagun aussi, après avoir passé du temps avec elle, elle m'a laissé m'approcher. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un angle à travers son miroir. Et c'est ce qui permet de réaliser ce genre de photographie. Donc, le temps aussi est important. Il vaut mieux passer 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures. Ça m'arrive même de passer toute une journée, voire même une semaine ou 2 semaines, je crois, avec les mêmes personnes pour pouvoir avoir le temps de réaliser des photographies. Je le raconte de temps en temps, Mudije Kepanga, que je surnomme un peu Mamuse souvent parce que c'est vrai que je réalise beaucoup de photos autour de son univers, beaucoup de films, etc. La première fois que je l'ai rencontré, on a passé 15 jours ensemble dans son village et je l'ai suivi pendant 15 jours pour réaliser des photographies. Donc, évidemment, on n'a pas tous l'occasion de pouvoir passer 15 jours avec quelqu'un, mais quand on est quelque part, c'est important, je pense, de prendre le temps de parler, d'échanger, même si ce n'est pas toujours facile d'échanger, mais ne serait-ce que d'essayer de parler, parce que ceux qui sont en face de nous, ceux qui sont photographiés, ceux qui sont nos sujets, et je ne devrais pas les appeler comme ça, puisqu'ils ont tous des prénoms et des noms comme vous et moi, mais on ne connaît pas toujours leurs prénoms au départ. Ben, il faut justement leur demander, discuter avec eux pour ensuite faire des photographies. Je pense que c'est vraiment important et c'est ce qui donne la qualité des images qu'on peut réaliser. Alors, bon, je vous montre une autre image maintenant qui a été aussi réalisée dans la région de Simbai. Je pense que quand il y a des festivals, quand on est dans un festival, c'est vraiment un paradis pour les photographes. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes typologies d'images qui peuvent être réalisées à ce moment-là. Quand je dis typologie, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut réaliser des images au grand angle qui vont montrer toute une scène, on peut réaliser des portraits, on peut réaliser des photos de détail, et c'est vraiment ce qui fait la richesse de ces festivals. Alors, pour les portraits, en général, la règle, c'est d'utiliser au moins un 80 mm. Quand on a un téléobjectif, on utilise un 80 ou un 200 mm, par exemple, parce que ça écrase les perspectives et donc vous n'avez pas autour de vous vous n'avez pas autour de vous les détails du décor. Vous recentrez l'attention sur votre sujet, qui est le sujet du portrait. Donc, c'est un des conseils que je vous donne. Si vous voulez réaliser des portraits, utilisez des téléobjectifs
vous verrez, vous aurez toujours un regard beaucoup plus fort. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est un autre exemple d'une autre typologie d'image où là, on n'est pas dans le portrait, on est vraiment dans la photo assez générale, un peu grand angle, où là, on montre toute la scène. Et vous imaginez, vous voyez, ben là, on est typiquement dans un de ces festivals, le Goro Cachot, où il y a des milliers de personnes, des spectateurs, des danseurs, tout le monde se mêle, se mélange dans un espèce de grand capharnaüm, un brouhaha aussi sonore. C'est ce qui fait comment dire, la spécificité de ces festivals et toute leur beauté. Et donc, c'est vraiment un moment pour réaliser ces photos. Moi, j'utilise plutôt un grand angle, évidemment, pour réaliser ce type d'image, où on a envie de montrer vraiment le paysage et tout ce qui se passe dans la scène. Et à l'inverse, comme vous le voyez, à l'occasion de ces festivals, on peut avoir envie de réaliser des photos de détail. Parce qu'en fait, moi, je crois que tout est dans le regard du photographe. La beauté, elle n'est pas dans le monde, elle est vraiment dans nos yeux. C'est vous qui allez voir un moment de beauté que moi, je ne verrai peut-être pas. Chacun sa spécificité. À chaque fois que je suis avec d'autres photographes, je suis toujours saisi parce qu'ils vont voir des choses que je n'avais même pas regardées et ils vont s'attarder sur des endroits, des petites choses, des détails que je n'aurais pas vus. Et c'est ça qui fait vraiment la spécificité, la beauté de chacun d'entre nous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de s'intéresser au sujet qu'il veut. Et je pense qu'il faut s'entraîner aussi à décaler son regard. C'est-à-dire que quand on est à un festival, il faut se dire « Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais photographier comme détail? Où est-ce que je pourrais me mettre ?» Il faut toujours se poser finalement beaucoup de questions pour chercher ce qui nous touche. Et si nous, ça nous touche, si vous, ça vous touche quand vous faites vos photographies, bien, il y a des chances que ça touche d'autres personnes. Je vais vous montrer, par exemple, une autre image que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art contemporain. C'est-à-dire que c'est une bouche d'une femme papoue des Hautes-Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais la façon dont elle est peinte, pour moi, c'est un tableau, c'est très graphique, c'est pictural, c'est du Kandinsky. Et j'ai eu envie de m'attarder sur cette personne qui, évidemment, était très surprise que je m'approche autant que sa bouche. Mais parce que je lui avais parlé, parce que je lui ai expliqué, parce que je lui ai montré aussi le résultat de mon travail, bien évidemment, tout le monde était très fier en regardant l'image sur l'écran de l'ordinateur, de mon appareil photo. Très fier de cette image parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une beauté dans cette bouche toute simple qui avait été peinte au moment d'un de ces festivals. Alors, après la bouche, il y a les yeux aussi. Les yeux sont très importants. Pour réaliser cette image, alors c'est un petit truc aussi de photographe. On peut le voir si vous regardez dans les yeux, là, à droite et à gauche, vous avez des petites lumières. En fait, c'est parce que j'ai utilisé un réflecteur. Un réflecteur, c'est un outil qui est vraiment pratique, qui est très léger. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est un espèce de disque qui peut s'ouvrir avec un effet miroir, un peu comme de l'aluminium. Ça renvoie la lumière. Et donc, ça permet de ramener de la lumière, que vous soyez vous-même tout d'un coup le maître de votre lumière, et donc d'obtenir des portraits avec des yeux qui brillent, puisqu'évidemment, on dit que le reflet de l'âme, c'est dans le regard. Donc, quand on réalise un portrait, souvent, le regard est vraiment essentiel. Si on ne voit pas les yeux de quelqu'un dans un portrait, souvent, c'est qu'il y a un problème, ou sinon, c'est que c'est voulu par le photographe, parce qu'il se dégage une émotion du fait de ne pas voir les yeux. Voilà. Mais sinon, les yeux, c'est vraiment très, très important. Voilà. Alors, pour terminer pour cette série, comme vous voyez, je n'ai pas le sens du ridicule. Je vous montre un autre truc de photographe aussi. C'est vrai que les papous, mais les êtres humains partout autour du monde aiment qu'on partage avec eux, qu'on respecte leur culture. Et très souvent, lorsque j'y suis invité, j'accepte toujours de me parer avec mes amis papous. Parce que je pense que c'est un petit peu comme un Bernard l'ermite, si vous voulez, qui rentre dans la coquille d'un autre. Et partager, porter les parures, porter l'identité de ceux qui nous font la gentillesse de nous accueillir. Je pense que symboliquement, c'est très important, que ça fait forcément plaisir à nos hôtes, s'ils nous le proposent, bien sûr. Et donc, du coup, ce moment d'échange, elle permet aussi de réaliser des photos qui vont être plus intimistes et qui vont être vraiment plus fortes. Voilà. Alors, bon, vous ne montrerez pas ces photos à tout le monde. Alors, je vous montre encore une ou deux autres images avec une ou deux autres techniques de réalisation de prise de vue. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus pointu, mais là, c'est aussi à l'occasion d'un festival et de ce qu'on appelle en Papouasie un sing-sing. Mais ce festival se passe en général la nuit, à la lumière uniquement des torches. Et forcément, ce manque de lumière rend difficile les prises de vue. Alors, la seule solution, c'est d'utiliser un flash.
Donc, pour réaliser cette photo, bien sûr, j'ai utilisé un flash. Mais le problème, c'est que la lumière du flash, si vous en utilisez de temps en temps, vous le savez, la lumière du flash, c'est une lumière qui est très blanche, qui est très froide, qui est très directe. Et la seule solution pour essayer d'éviter de casser cette ambiance lumineuse chaude du feu, avec cette torche que vous pouvez voir là, eh c'est d'ajouter un petit filtre orange sur son flash. Donc, je vous encourage à le faire éventuellement. Si vous faites des photos la nuit et qu'il y a un feu, utilisez un petit filtre de couleur orange. Ça coûte rien du tout. Soit vous pouvez l'acheter dans le commerce, bien sûr, soit vous pouvez le bricoler avec, vous savez, des pochettes transparentes de couleur orange. Voilà, vous mettez dessus. Vous pourrez faire des tests et vous verrez que ça donne un résultat qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus respectueux de la scène, comme c'est le cas pour cette image. Alors, un autre exemple aussi de photographie. Là, c'est une photo qui a été réalisée dans la région de Toufi, avec un danseur qui porte un bouclier, une lance, et puis vous voyez, il y a un mouvement de flou pour symboliser, évidemment, une certaine dynamique, une énergie qui sort de cette photo. Et du coup, la technique pour réaliser ce genre de photo, en fait, on appelle ça du fill-in. Il faut tout simplement régler son appareil photo sur une vitesse lente et utiliser un flash. Donc, le flash va figer le visage du personnage et le mouvement de votre caméra avec votre appareil photo avec un temps de pause long va donner cette impression de flou et donc une certaine énergie, une notion de déplacement. Voilà. Alors, je vous invite à vous entraîner avant de faire ce genre de photo. C'est pas très difficile, mais il faut simplement s'entraîner pour savoir ce qu'on fait au moment où on réalise ces photos. Je vous invite à le faire. Et puis, vous verrez, si vous avez simplement des appareils compacts, vous les mettrez sur vitesse lente ou sur nuit. Cherchez, faites quelques essais et je suis sûr que vous arriverez assez facilement à avoir des résultats qui peuvent être vraiment très, très réussis. Alors, voilà pour ces images de festival. Je vous en montre une dernière. Ça, c'est un autre festival dans la région des montagnes où, comme vous le voyez, si maintenant vous commencez à repérer vous-même les techniques que je vous ai enseignées, si vous regardez, vous avez des yeux qui brillent, une lumière qui vient du côté, de face, pardon, et donc on voit que j'ai utilisé un réflecteur aussi pour cette image. Alors, maintenant que je vous ai parlé des festivals, je vous propose qu'on aborde une autre thématique, un autre sujet qui est très très important pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont les oiseaux. Les oiseaux en Papouasie, c'est vraiment le symbole de la Papouasie. Pardon, il faut savoir qu'il y a plus de 700 espèces différentes d'oiseaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est vraiment le paradis des amoureux des oiseaux. Je crois qu'il y a une quarantaine d'oiseaux de paradis. Donc, c'est vraiment la terre des amoureux des oiseaux. Je ne suis absolument pas photographe animalier. Je laisse ça à d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est mauvais dans un domaine qu'on n'a pas le droit de faire quelques photos d'oiseaux. Alors, mes photos sont pas exceptionnelles, mais je vais vous donner quelques trucs importants aussi pour faire ces photos d'oiseaux parce que ça me semble important. Alors, la première, évidemment, c'est qu'il faut être discret. Ça paraît idiot, mais moi-même, lorsque j'essaye de ne pas faire de bruit, je fais toujours craquer une branche, bref. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude d'être discret, essayer d'être discret, et puis surtout partir très tôt le matin. Les oiseaux, comme les oiseaux de paradis, lorsqu'ils dansent, ils dansent généralement à 5 heures du matin au lever du soleil, 5 heures, 6 heures. Donc, il faut que vous soyez prêts très, très tôt. Ça, c'est vraiment la première règle. Et il y en a une deuxième aussi qui va vous paraître peut-être idiote, mais quand vous êtes sur le terrain, elle est beaucoup moins idiote que ça. C'est que votre matériel photo, qui est stocké en général dans votre chambre avec vous, lorsque vous sortez et que vous l'ouvrez dans la forêt, eh bien, il va se créer de la buée. Beaucoup de condensation à cause des différences de température entre la chaleur de votre sac et l'humidité de l'environnement. Alors, mon conseil, c'est terrible, mais même s'il faut être sur place parfois pour commencer à faire ces photos à 5 heures ou 6 heures du matin, il faut se lever 1 heure avant pour ouvrir son sac et le mettre à température. C'est bête, mais il faut mettre son sac à température de l'environnement où vous êtes. Alors, quand je vous dis ça maintenant, là, alors vous êtes certainement assis en France derrière votre ordinateur, vous vous dites, mais c'est bizarre. Mais si vous saviez le nombre de fois où je me suis retrouvé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des endroits très difficiles d'accès, je me suis levé à 5 heures du matin pour faire des photos, et puis que j'avais oublié d'ouvrir mon sac, et que je me suis retrouvé avec de la buée qui n'est pas partie pendant 1 heure, et qu'au moment où la buée avait disparu de mes objectifs, eh bien les oiseaux, eux, s'étaient envolés, c'est assez rageant. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil à vous donner pour les oiseaux. Après, je vais vous donner quelques autres conseils. Alors là, vous pouvez voir un casoar, c'est un oiseau gigantesque qui ressemble un peu à une autruche,
qui est aussi endémique à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce qui est important pour les oiseaux aussi, c'est évidemment d'avoir une longue focale, donc un téléobjectif si possible, un 200 mm. Surtout, toujours avoir un pied, soit un monopode, soit un tripode, mais pour vous stabiliser, pour plusieurs raisons. Parce que souvent, quand on fait des photos d'oiseaux, on fait des photos dans la forêt, donc il y a peu de lumière, ça veut dire qu'on a une vitesse qui est basse, qu'il faut éviter de trembler. Et puis ensuite, c'est important aussi d'être, comment dire, d'être prêt. C'est-à-dire que si votre appareil photo est sur un pied et que vous êtes dans la direction de l'oiseau, vous êtes prêt. Vous pouvez vous gratter la tête, vous pouvez faire autre chose, mais votre appareil photo est prêt. Quand l'oiseau va bouger, tac, vous pouvez commencer à appuyer. Vous n'avez plus vous n'êtes pas dans l'obligation de porter votre objectif qui est lourd en tremblant éventuellement. Vous êtes d'une certaine façon aidé par ce pied. Donc, c'est vraiment un conseil très, très important. Si vous avez envie de faire des photos d'oiseaux, levez-vous tôt, n'oubliez pas d'ouvrir vos sacs, ayez toujours un pied avec vous. Et puis, aussi, bien sûr, c'est très important, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, mais à chaque fois que je vais photographier des oiseaux, j'essaie toujours d'être accompagné par des spécialistes, des connaisseurs, que ce soit des papous qui évidemment qui connaissent très bien leur biodiversité, ou que ce soit des amateurs occidentaux qui vont pouvoir me donner des conseils sur la façon d'anticiper les comportements des oiseaux, comment ne pas leur faire peur, les respecter, éviter de faire du bruit, être au bon endroit pour que vraiment on soit le plus discret possible. C'est vraiment très, très important lorsqu'on photographie des oiseaux et des animaux en général. Voilà. Alors, ça, c'est un pigeon Victoria, un autre oiseau endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est très, très beau, très coloré. Alors, maintenant qu'on a parlé des oiseaux, je vous propose qu'on évoque les enfants. Vous savez, je connais aussi mal les enfants que les oiseaux parce que j'ai pas d'enfants. Mais je photographie beaucoup les enfants parce que ils sont toujours très, très, comment dire, accueillants, gentils, souriants. Et il se passe toujours quelque chose de très sympa avec les enfants. On a toujours envie de prendre des photos d'enfants. En Papouasie comme ailleurs dans le monde. Alors, j'ai plusieurs conseils aussi à vous donner. D'abord, le premier, c'est mettez-vous au niveau des enfants. Nous, parce qu'on est des adultes, notre appareil photo se trouve à 1,70 m du sol. Les enfants, eux, bien sûr, en général, se trouvent beaucoup plus bas. Donc, le premier conseil, c'est mettez-vous à genoux, asseyez-vous par terre. Pourquoi? D'abord parce que c'est très important, en général, je dis bien en général, quand on réalise des photographies, de se mettre au niveau du regard de celui que vous photographiez. Si vous êtes au-dessus, ça donne une impression de condescendance et c'est forcément rarement positif pour une image. Si vous êtes en dessous, ça peut donner une image, comment dire, de puissance. Vous allez donner une image de puissance, alors ça peut être un choix éventuellement, mais ce n'est pas toujours aussi très heureux. Ce qui est important, c'est d'essayer de se mettre au niveau du regard de la personne que vous allez photographier. Et donc, pour les enfants en général, s'ils sont plus bas, il faut que vous vous mettiez un peu plus bas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, il y a un autre conseil, c'est qu'il faut que vous souriez. Il faut que les enfants ils aient envie d'être avec vous. Vous voyez, par exemple, cette image qui a été réalisée du côté de Rabaul, dans les îles de Duke of York. En fait, les enfants, je suis allé jouer avec eux avant d'aller les photographier. Je leur ai dit, mais où est-ce que vous allez jouer? Ils m'ont expliqué, on est parti dans le lagon. Donc, on avait de l'eau, moi j'avais de l'eau peut-être jusqu'à la taille, eux, ils avaient de l'eau jusqu'au torse. Et puis, on est avancé, ils sont allés sur ce tronc qui était là, échoué depuis des années. Et puis, ils sont amusés à sauter. Et donc, moi, je les ai photographiés, évidemment, plein de fois, à chaque fois qu'ils ont sauté. Et donc, c'est important de sourire avec les enfants, de jouer avec eux. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de photographies pour capturer le meilleur moment. Voilà. Voilà pour ces conseils pour les enfants, c'est vraiment important. Alors là aussi, c'était sur la plage. Alors, si vous regardez cette image, en fait, vous allez pouvoir déjà vous rendre compte comment on peut… J'ai mis en pratique un certain nombre de conseils que je vous ai donnés. D'abord, on se rend compte que j'ai utilisé un téléobjectif pour ce portrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour resserrer les perspectives et qu'on ne regarde pas le décor, qu'on ne voit pas le décor à droite et à gauche. Ça, c'est un élément essentiel. Ensuite, cette photo, elle a été prise très tôt le matin parce que vous pouvez voir le reflet dans l'œil de l'enfant. Là, il n'y a pas eu de réflecteur. C'est vraiment au moment du lever du soleil. C'est-à-dire que cet enfant est allé se promener avec ses copains. Et moi, je traînais sur la plage et dès que je l'ai vu, le soleil était en train de commencer à se lever. Et c'est là que j'ai fait des photos avec ses coquillages, quand il ramassait ses coquillages. Donc, tous ces conseils que je vous donne s'appliquent et en fonction des lumières,
vous verrez que ça vous permet d'obtenir de bons résultats. Voilà. Alors là, c'est une autre image qui a été réalisée aussi dans la région en Nouvelle-Irlande, pardon, en Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une des îles de l'archipel, dans la région de Kimbe. Ce sont des enfants qui faisaient griller des patates douces. Alors là, c'est pareil, j'étais parti avec eux en forêt, et puis quand ils en ont eu marre, ils ont fait un petit feu et j'ai pu commencer à faire ces photos où il y a une ambiance très spéciale. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, mais un des conseils aussi qui est très important, c'est de vraiment, comment dire, chasser les bonnes lumières et de les connaître. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était important d'apprendre à regarder, à reconnaître les bonnes lumières. Mais ensuite, il faut vraiment les chasser, c'est-à-dire qu'il y a des moments très spécifiques dans la journée où la lumière est bonne et il y a d'autres moments où la lumière n'est pas bonne. Voilà, il faut savoir tout ça. Et encore une fois, lorsque la lumière n'est pas bonne, ne faites pas de photos. Discutez, amusez-vous, mangez, déplacez-vous, mais surtout ne faites pas de photos parce que vous perdez du temps. Il vaut mieux que vous fassiez de bonnes photos au bon moment et que vous passiez des bons moments au moment où on ne peut pas faire de photos. C'est ça l'essentiel. Alors là, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour faire une photo comme celle-là, il y a un moment, c'est un moment particulier. Tout simplement, vous voyez, pour qu'on puisse voir ce feu qui se trouve sur la photo, il faut que la lumière soit relativement faible dans le sous-bois. Et donc, il ne faut pas faire cette photo à midi lorsqu'il y a du soleil, parce que vous n'auriez pas du tout ce résultat. On peut faire ce type de photo que plutôt tôt le matin, en fin de journée, ou éventuellement si vous avez un ciel très gris. Voilà. Et c'est vraiment une astuce quand on fait des photos en forêt, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera des photos de forêt. Bon alors, encore une photo d'enfant, évidemment un petit enfant qui dort à côté d'un crâne de crocodile dans la région du Golfe. Ça aussi, c'est vraiment un des conseils que j'ai à vous donner, c'est d'être vraiment attentif. J'ai failli rater cet enfant qui était dans un coin, dans une case, et puis hop, tout d'un coup, je l'ai découvert, et c'est là que j'ai fait ces photos sans faire de bruit. C'est vraiment important d'être attentif, de regarder et d'avoir la confiance des parents, parce que, évidemment, quand vous êtes en train de faire des photos d'enfants, il faut faire attention, il ne faut pas que ça prête à confusion aussi. Donc, il faut aussi avoir la confiance des parents pour pouvoir réaliser des photos d'enfants. Voilà, ça, c'est très important. Alors, voilà une autre photo qui a été réalisée aussi dans la région de Kimbe, avec un ciel d'orage et une lumière assez douce qui arrivait en face. Voilà, ça typiquement, nous on passait en bateau, en pirogue, à côté de cette île quand j'ai vu ces enfants qui ramassaient ces étoiles de mer avec ce ciel chargé d'orage. J'ai senti qu'il y avait un potentiel pour qu'il y ait une belle lumière et un bon moment. Donc voilà, soyez vraiment toujours à l'affût et anticipez. C'est-à-dire que souvent, c'est un conseil important aussi, lorsque vous sentez qu'il y a une belle ambiance lumineuse, arrêtez-vous et regardez ce qui se passe autour de vous et prenez le temps d'apprécier ce moment, cette lumière, et si possible, ensuite, peut-être de faire des photographies. Voilà. Alors, ça, c'est une autre image. Comment dire? C'est un peu le contre-exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut se mettre au niveau du regard des enfants. Mais là, on est typiquement dans une photo en contre-plongée qui a été réalisée dans un arbre aussi dans la région de Kimbe. En fait, j'avais remarqué, parce que je suis resté sur cette île plusieurs jours, j'avais remarqué que les enfants allaient toujours jouer dans cet arbre et qu'ils allaient chasser, qu'ils allaient se promener, bref. Et du coup, un jour, j'ai demandé à un des enfants de m'emmener. Donc moi, j'ai grimpé très honnêtement, très très maladroitement dans l'arbre. J'étais accroché par mes copains parce que j'avais peur de tomber. Et puis les enfants ont commencé à monter et c'est là que j'ai pu réaliser cette photographie. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'une autre thématique. C'est la thématique des forêts. Évidemment, il y a beaucoup de forêts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il n'y a pas qu'en Papouasie, hein, il y a beaucoup d'autres endroits. Et il y a un certain nombre de règles aussi, je pense, à respecter pour photographier les forêts. Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas photographier la forêt n'importe quand. En général, j'avais envie de vous dire que dans 80% des cas, pour photographier la forêt, il faut qu'il fasse gris. C'est bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, évidemment, il y a un couvert végétal et s'il y a du soleil, il y a des raies de lumière qui tombent vers le sol. Donc, ça fait des taches de lumière sur le sol. Et si vous regardez la lumière et l'ambiance lumineuse dans un couvert végétal
au moment où il y a du soleil, eh bien vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de taches d'ombre et de lumière partout. Et en général, dans 90% des cas, ça donne un résultat qui n'est pas agréable à l'œil et que notre appareil photo a du mal à capturer, tout simplement parce qu'il y a trop de contraste. Notre cerveau, lui, arrive à corriger ce contraste et on le voit moins, mais si vous faites une photo, vous allez tout de suite vous apercevoir que le résultat n'est pas bon. Donc en fait, la meilleure solution, c'est de réaliser des photographies, en forêt bien sûr, lorsqu'il y a des nuages. Pourquoi? Parce que les nuages agissent un petit peu comme un diffuseur, un petit peu comme un calque, et la lumière est beaucoup plus douce, et donc vous avez beaucoup moins d'ombre. Sur la photo qu'on est en train de regarder en ce moment, eh bien vous pouvez voir ce qu'il y a sur les feuilles, mais aussi sous les feuilles, et puis il n'y a pas de tache de lumière. Et donc votre regard peut embraser l'intégralité de ce qui se trouve devant vous. Et ça, c'est très important. Donc c'est vraiment, vraiment mon premier conseil, évitez de faire des photos lorsqu'il y a du soleil dans la forêt. Alors maintenant, j'ai toujours pris le soin de vous dire que c'était dans la plupart des cas parce que dans certains cas quand même, effectivement, parfois en contre-jour, en ayant le soleil face à nous ou dans certaines ambiances particulières, la lumière peut être très belle. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rare et je vous invite vraiment à regarder et à apprendre à reconnaître les belles lumières en forêt. Alors ensuite, un autre exemple, si vous regardez cette photographie, eh bien, il y a une petite cascade, bien sûr, et ça crée comme un filet d'eau. Alors, pour obtenir ce type de résultat, c'est assez simple. Il faut choisir, si vous avez un appareil photoréflexe, une vitesse lente, donc une exposition de l'ordre de 1 seconde, et fermer votre diaphragme. Donc là, on peut imaginer que le diaphragme est peut-être fermé à 11 et que la vitesse est de l'ordre de 1 seconde. Et si vous avez un appareil photo compact et vous ne pouvez pas faire tout ça, vous mettez simplement sur les scènes, vous savez, sur les choix des scènes, pour que ce soit des scènes, je crois que vous pouvez mettre faible lumière, par exemple. Et donc, vous obtiendrez ce genre de résultat parce que vous aurez une vitesse. Et donc, pendant que votre appareil photo sera ouvert, eh bien, votre rideau sera ouvert, eh bien, ces gouttelettes d'eau, elles vont bouger, elles vont dessiner cette espèce de trait jusqu'à ce que votre rideau se referme. Et donc, elles vont capturer ce mouvement. Voilà. Pour faire tout ça, il faut que vous ayez un pied parce qu'il ne faut pas que vous trembliez parce que toute votre photo serait floue. Donc ça, c'est un autre conseil très important. Si vous voulez réaliser des photographies en forêt, je vous conseille, comme pour les oiseaux, d'avoir un pied. C'est très important. Voilà. Ça, ce sont des conseils généraux pour réaliser des photos en forêt partout dans le monde. Maintenant, en ce qui concerne la Papouasie, je vous donne quand même une petite astuce supplémentaire. Quoi que vous fassiez, si vous réalisez des photographies dans la forêt, pensez à demander l'autorisation au propriétaire. Il faut savoir que nous, on a une vision très à la Rousseau de la forêt, de la nature, et comment dire, cette vision est très différente en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chaque morceau de forêt appartient à quelqu'un, et donc il faut que vous preniez soin de bien demander l'autorisation. Voilà. Alors, je vous montre d'autres images qui ont été réalisées en forêt. Là, c'est une dame qui est en train de laver la farine de sagoutier. Donc, c'est pareil, c'est réalisé en forêt avec un couvert végétal et de l'ombre. Un insecte, bien sûr. Alors là, il y a eu en plus de ça un flash, mais vous voyez, là, les forêts de Papouasie sont très riches. Là, c'est donc un cimetière, bien sûr, en forêt avec une lumière douce. Vous voyez, on ne sent pas le soleil. Alors, pour continuer, il y a quelque chose qui est très important aussi, une thématique qui est très importante, c'est l'architecture. Pour faire des photos d'architecture, en Papouasie, comme partout dans le monde, il y a plusieurs éléments qui sont importants. La première, c'est qu'il faut essayer de choisir son moment, la bonne lumière. Vous voyez, pour faire cette photo, j'avais repéré que c'était le matin, que la façade était éclairée. Donc, repérez la bonne lumière. Ensuite, faites attention à choisir vos angles. Vous voyez, c'est cette même maison. Eh bien là, j'ai essayé de bien choisir l'angle, j'espère, pour qu'on puisse voir à la fois la maison, mais en même temps la perspective et la longueur de la maison. Ensuite, je me suis caché sous une case pour faire cette espèce de silhouette en ombre qui va pouvoir ajouter aussi une dimension un peu, une intensité à l'image. Et puis, dernier élément, quand on réalise des photographies de monuments ou d'architecture, c'est toujours important d'essayer d'attendre qu'il y ait une présence humaine. D'abord parce que l'architecture, elle doit être vivante, elle est habitée, et aussi pour donner une dimension, pour donner une échelle. Donc là, j'ai attendu et j'ai eu beaucoup de chance. Après 10 minutes ou un quart d'heure, 2 femmes sont passées avec une petite fille, et donc elles donnent la dimension au tout. Donc pensez toujours à attendre, si possible, que quelqu'un passe pour donner une dimension à votre image.
Alors, je vous montre le même endroit. Vous voyez, je suis revenu un peu plus tard pour réaliser le même type d'image au même endroit, mais avec une lumière très différente. Et ça, c'est important. Pensez toujours, quand vous regardez un lieu, quand vous regardez un bâtiment, à la lumière telle qu'elle sera, pas forcément telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'au moment où vous y êtes, peut-être la lumière n'est pas belle. Mais regardez le sens du soleil, demandez-vous où sera le soleil, à quelle heure, et peut-être que vous pourrez revenir pour réaliser une photographie qui sera de meilleure qualité au bon moment. Voilà. Alors, ça, c'est l'intérieur d'une maison des esprits dans la région du Sépic. Alors, là aussi, prenez le temps de vous déplacer. Ce qui est très important pour les photos d'architecture, mais pour la photographie en général, déplacez-vous, marchez, usez vos semelles pour trouver le meilleur angle, le meilleur endroit. Même si la maison est toute petite, essayez de circuler partout pour essayer de trouver un angle qui soit le plus flatteur possible. Alors, cette photo, là, je vais vous montrer deux photos qui ont été réalisées avec la technique de l'open flash, qui évidemment sont très valorisantes pour les sites. Donc là, il s'agit d'une maison des esprits de la région du Sépic, dans la région du village de Kanganamoun. Alors, il s'agit d'une photographie qui a été réalisée juste après le coucher du soleil. Et puis, j'ai utilisé une série de flashs sur le côté, voilà, pour éclairer cette maison. Je vous en montre une autre. Attendez, ben non, j'en ai pas d'autres. Mais je vais vous en montrer une autre, mais là, c'est à l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la nuit tombée, j'ai photographié ces jeunes qui étaient à côté d'un feu et j'ai ajouté des flashs pour éclairer la maison pour qu'on puisse découvrir toute la dimension magnifique de cette maison avec ses peintures. Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à une autre thématique, c'est l'eau. L'eau, c'est un élément qui est vraiment très important en Papouasie, puisque c'est un archipel, il y a beaucoup d'îles, mais dans le monde aussi, en Indonésie, partout. Et l'eau, en fait, a plusieurs spécificités. Alors, d'abord, il faut faire attention à l'eau. Et il ne faut pas perdre son matériel. Ça m'est arrivé souvent de perdre mon matériel dans l'eau. Donc, la première chose, c'est penser à protéger son équipement avec des sacs, etc. C'est vraiment essentiel. Pour réaliser cette photo, par exemple, moi, j'avais de l'eau jusqu'à la taille ici. Donc, c'était important. J'avais avec moi quelqu'un qui m'aidait en ayant un dry bag. Vous savez, ces sacs qu'on peut fermer, ces sacs d'expédition qu'on peut fermer, qui sont complètement étanches avec le reste de mon matériel. Donc, pensez à ça. C'est vraiment essentiel si vous avez envie de faire des photos dans l'eau. Ensuite, pensez que l'eau bouge. Et ça, c'est une des spécificités de cet environnement. Donc, on bouge tout le temps. Donc, pour réaliser cette photographie, par exemple, moi, j'étais sur une autre pirogue. J'étais parti avec ces deux pêcheurs et j'étais sur une autre pirogue. Et c'est très important d'essayer d'être le plus stable possible. Donc, je vous invite toujours, si vous avez le choix, de monter sur des bateaux. Si vous choisissez votre bateau, demandez toujours un bateau le plus stable possible. Ou sinon, essayez-vous de descendre du bateau pour être plus stable et réaliser des photos qui vont avoir une action qui va se passer sur l'eau. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, moi, j'étais sur la berge et c'est là que j'ai pu réaliser cette photo toute simple avec ces enfants. Ça aurait été plus dur si j'avais été sur une pirogue, encore une fois, parce que ça bouge. Alors, ce qui est très important aussi, et ce que nous offre l'élément liquide, c'est les reflets, les effets de réflexion. Et donc, il faut aussi toujours guetter ça. C'est-à-dire que quand je suis au bord de l'eau, non seulement je guette le sujet, mais je guette aussi son reflet. Et lorsque c'est possible, j'essaye d'intégrer le reflet dans la photographie parce que forcément, cet effet de miroir, elle donne toujours une dimension qui est assez forte et assez photogénique. Il y a un autre élément qui est à prendre en considération, c'est ce que moi j'appelle l'effet silhouette. C'est-à-dire que lorsqu'en général il y a peu de lumière, l'eau nous offre ce miroir assez lumineux. Et lorsque se déplace sur l'eau une pirogue en général, eh bien, à la nuit tombée, pardon, pas à la nuit tombée, mais avant la tombée de la nuit ou tôt le matin, eh bien, vous pouvez avoir cet effet de silhouette. Et ça, c'est quelque chose qui marche toujours très bien. Donc, je vous encourage à regarder ces moments-là parce que c'est des moments spéciaux et qui donnent toujours des résultats superbes. Vous voyez, là encore, j'étais à contre-jour, mais la silhouette des enfants qui s'amusaient encore à sauter dans l'eau fonctionne très bien. On n'a pas besoin de voir leur visage. Là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effet de réflexion fonctionne toujours très bien et elle ajoute une dimension esthétique à l'image et un sens. Voilà, regardez, là aussi, c'était très tôt le matin et on a tout cet environnement bleu
qui vient entourer ces douk-douk, des douk-douk qui sont des esprits dans la région de Rabaul. Encore une fois, l'eau amène tout un environnement qui est spécial, très très spécial, toujours très fort. Là aussi, c'était très très tôt le matin dans la région de Kimbe, avec cette image où finalement le reflet est aussi important que ce qui existe réellement. L'île vient se refléter dans l'eau, la pirogue avec les enfants vient se refléter dans l'eau, le ciel vient se refléter, et donc on a l'impression que tout ça vole, tout est en suspension. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique et que nous offre uniquement l'eau, bien sûr. Alors, avant de terminer, et puis ensuite vous pourrez bien sûr me poser des questions, j'ai voulu évoquer les paysages. Parce qu'évidemment, réaliser des photos de paysages, c'est important en Papouasie comme ailleurs. Alors, je vais vous donner quelques trucs. D'abord, le plus important quand on réalise des paysages, c'est vraiment la lumière. L'heure à laquelle vous allez réaliser vos images. C'est vraiment l'essentiel. Et il faut, en général, réaliser ces images très tôt le matin ou en fin de journée. Donc, par exemple, là, cette image qui a été réalisée dans la région du Sepik, en Papouasie, elle a été réalisée vraiment au lever du soleil. Vous pouvez sentir, il y a encore les brumes qui entourent le fleuve. Et puis, il y a quelques touches de lumière sur les arbres. Donc là, on est vraiment au premier rayon du soleil. Au passage, cette photographie, elle a été réalisée avec un drone, puisque maintenant, la technique des drones ayant beaucoup évolué, nous permet vraiment à nous, photographes, de réaliser des images pour témoigner de ces paysages. Alors, je vous montre une autre image, pareil, qui a été réalisée avec un drone, où la lumière est importante. Vous voyez, vous sentez le ciel d'orage derrière, et les derniers rayons du soleil, là c'est l'inverse, qui sont en train d'éclairer cette île. 3 heures plus tard, on ne verrait rien parce qu'il ferait nuit. 3 heures plus tôt, la lumière serait trop dure, on ne verrait rien. Donc, encore une fois, ce qui est important dans les paysages, c'est vraiment de choisir son horaire. C'est vraiment l'essentiel. Alors là, la lumière, elle est un peu plus classique parce que c'est une lumière douce, grise. Mais le moment qui est intéressant, c'est évidemment parce qu'il y a cette fumerole et cette explosion du volcan. C'est un volcan à Rabaul. Et donc, c'est pareil, il faut penser toujours à essayer d'ajouter des éléments dans son image pour qu'elle raconte quelque chose. Et là, il y a un premier plan avec ces herbes, bien sûr, et derrière, le volcan qui crache ses cendres, qui viennent d'une certaine façon, on le sent bien, rendre la vie bien plus difficile à cette petite herbe. Alors, une autre image, c'est l'avant-dernière image. Cette photo, j'ai tenu à vous la montrer, non pas parce que la lumière est très intéressante, parce que très honnêtement, elle n'est pas extraordinaire, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, quand c'est possible, dans vos images, je vous invite à essayer si possible, d'intégrer un petit élément humain, une pirogue, des gens qui marchent, pour donner une dimension et puis pour intégrer l'humain dans son paysage. Alors, bien sûr, en ce qui me concerne, je réalise toujours des reportages où l'humain a une place forte, et lorsque je photographie des paysages, c'est pour raconter une histoire humaine. Certains photographes naturalistes vont surtout ne pas vouloir intégrer la dimension humaine. C'est vous qui ferez vos propres choix. Mais moi, je prends toujours soin de le faire et d'intégrer des éléments qui nous rappellent quelle est la place de l'être humain dans cette nature. Alors, pour cette dernière image, vous voyez, je fais le contraire de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est l'intérêt aussi de la photographie, c'est qu'on est complètement libre, et donc on peut s'imposer des règles, et puis parfois aussi s'en affranchir. Donc, dans cette image, il n'y a pas de présence humaine, mais par contre, la lumière est très forte. C'est une image qui a été réalisée dans la province d'Oro, en Papouasie, au nord de la Papouasie. C'est pareil, cette photo, elle a été réalisée, je crois, à 5h30 du matin, avant le lever du soleil, vous le sentez bien. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le conseil principal que j'ai envie de vous donner, c'est observer. Voilà, la première chose, c'est observer, respecter, et ensuite capturer, entre guillemets, vos photographies. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, pour terminer, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires, je vous en remercie. Et je vois que quelqu'un me demande si je vais utiliser un filtre polarisant, par exemple, pour l'eau. Non, je n'ai pas utilisé de filtre polarisant. C'était pas nécessaire. J'en ai utilisé dans le passé, mais maintenant, j'utilise plus du tout de filtre. En fait, j'essaye, comme je vous le dis, de capturer les images au meilleur moment. Et puis, ensuite, lorsque la lumière n'est plus bonne, eh bien, je fais plus de photos. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est vraiment le conseil que je puisse vous donner. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces images de Papouasie, j'espère que
J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de partir en Papouasie. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous présente, oui, c'est ça, je vous parle du projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Je travaille sur un projet un peu étrange, vous allez me dire, mais je vais vous laisser le découvrir. Un projet de livre pour enfants, avec mon camarade Modije Kepanga, dont vous avez vu des images tout à l'heure. On prépare un livre pour enfants qui justement regroupe avec des collages beaucoup des images que j'ai réalisées au cours de ces 20 dernières années. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse aussi découvrir une petite vidéo parce qu'on a lancé un crowdfunding, vous savez, un financement participatif sur Ulule qui est en cours. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie, si ce projet vous plaît, à aller le découvrir, à aller plus loin, vous le trouverez sur Ulule. Et pourquoi pas à participer d'ailleurs, vous recevrez le livre. Mais je vous invite à découvrir cette vidéo. Et puis après, je vous en reparlerai 2 minutes et ensuite, je répondrai à vos questions. Voilà. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Je m'appelle Modije Kepanga. Je suis un chef papou et je vis au cœur de l'une des dernières forêts primaires de la planète, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde pour défendre ma forêt et parler des drôles de coutumes des hommes blancs. Peut-être que vous connaissez déjà mes livres, mes films et mes aventures. J'ai exploré vos villes et leurs buildings qui touchent le ciel. Visité vos musées où vous collectionnez toutes sortes de choses très étranges. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire aux enfants. Dans un livre rédigé avec l'aide de mon ami Marc, mon secrétaire particulier, je dirai tout ce que je pense de l'étrange tribu des hommes blancs. Et je répondrai même à la question que tout le monde me pose. Pourquoi j'ai un bâton dans le nez ? Pour éditer ce livre, nous avons besoin de votre aide. Je suis désolé de vous demander de l'argent, mais c'est vous qui avez inventé le système crowdfunding. Alors ne venez pas vous plaindre. Comme le veut votre coutume, je noterai mon nom sur la première page. Pour les plus généreux, Marc remettra de grands tirages de ses plus belles photographies. Et moi, je vous réserve une surprise. Je vous accueillerai dans mon village et je vous autoriserai même à porter mes parures de chef. Aidez-nous à publier notre livre, mais ne tardez pas. Comme toujours dans votre tribu, le temps presse. Franchement, je trouve quand même que vous êtes un peu des sauvages. Bon, c'est un projet très différent de toutes les images que j'ai pu vous montrer sur mon travail en Papouasie, mais c'est un projet ludique. Je pense que le plus important, c'est de se faire plaisir. Et avec Modije, que vous avez vu, l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de composer d'autres images, plus spécifiquement pour les enfants, à partir de photographies dans une espèce de grand patchwork. Voilà. La vidéo que vous avez vue, le montage avec les animations qui ont été réalisé par Sigrid Buchy, mettent en scène, d'une certaine façon, toutes les pages de ce livre. Voilà, j'espère que ça vous fera rire. Et puis, c'est un autre exemple aussi de ce qu'on peut réaliser avec des images, parce que notre seule limite, je le dis souvent, c'est notre imagination. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vos photos en voyage, évidemment, tant qu'on est respectueux, mais de faire vos photographies, de les faire comme vous voulez, sans se poser de questions. Écoutez mes conseils si vous avez envie, et puis si vous n'avez pas envie, faites ce que vous voudrez. Le plus important, c'est vraiment de partager vos histoires avec vos proches, avec vos amis. Je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà, je me tais parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Et si je vois qu'il y a des questions, éventuellement, Eric, j'espère que tu n'es pas fâché, que tu ne vas pas me gronder. S'il y a quelques questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, voilà, je me tais. Oui, alors des questions, il y en a beaucoup. Bon, Marc, je pense que tout le monde a presque besoin de silence, un peu songeur après de telles images quand même. À chaque fois que je les revois et je les ai vues pour préparer un peu notre conférence, c'est vrai que on reste particulièrement ému. Donc merci sur ces images incroyables, d'avoir donné tous ces conseils passionnants, tellement pratiques, très complets finalement en si peu de temps, même si tu as largement dépassé ton temps de parole. Voilà, merci d'avoir pris le temps de partager ces petits chefs-d'œuvre avec nous. Alors oui, des questions, il y en a plein. Du coup, je vais essayer de limiter. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre d'une autre façon. On va se donner une petite dizaine de minutes pour répondre à ces questions. Alors d'abord, il y en a autour de la technique photo.
Bon, en quelques mots, évidemment, la question du matériel photographique que tu utilises. Bon, tu as parlé de flash, de réflecteur, 80 mm, 200 mm. En termes de boîtier, peut-être en 1 minute, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors, en fait, en 1 minute, je suis très mauvais pour répondre à cette question. C'est une bonne question. C'est normal que vous me posiez cette question, mais en général, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre, si ce n'est que je déteste le matériel, la technique, les objectifs, les appareils photo. D'abord parce que ça coûte cher, c'est fragile, il faut en changer et c'est chiant. Si c'était possible, j'aimerais faire des photos en un clignement d'œil comme ça et capturer ces images. Bon, il se trouve qu'on est obligé d'utiliser des appareils photo. Donc, en ce qui me concerne, moi, personnellement, j'utilise un boîtier Nikon et puis différents types d'objectifs de la gamme qui sont utilisés par les professionnels. Donc, des choses très classiques, hein, un 14-24, un 24-70, un 70-200. Bon, mais une fois que je vous ai dit tout ça, en fait, je pense que, très honnêtement, c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir regarder la lumière et de capturer les images. Vous savez, on a tous là un super appareil photo. Vous voyez, je ne veux pas faire de pub, mais c'est un très bon appareil photo, votre téléphone maintenant. Vous pouvez faire une bien meilleure photo avec un téléphone si vous le faites au bon moment, à la bonne lumière, qu'avec un super appareil photo qui coûte 10 ou 20 000 euros. Donc, mon conseil, c'est intéressez-vous à la technique. Si ça a de l'intérêt que vous vous intéressiez à la technique, c'est-à-dire que si vous avez une obligation que vos images puissent être imprimées à un certain format, si vous voulez faire des livres, si vous publiez dans la presse, oui. Mais si vous réalisez vos photographies pour vous, pour votre famille, pour votre plaisir, je ne suis pas toujours sûr que ce soit très important de dépenser des fortunes. Essayez d'acheter l'appareil qui vous convient, celui que vous allez bien sentir. Prenez-le en main, essayez-le. Si c'est du matériel Nikon, eh bien, utilisez celui-là. C'est absolument pas un problème. Mais si c'est quelque chose de plus simple, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer sur le résultat. Parce que vous savez, personne ne saura, vous n'avez pas vu dans mes images quels ont le nombre de pixels, le nombre de trucs, le nombre de machins. On me pose toujours cette question. Il y a combien de pixels dans vos photos? Mais j'en sais rien. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est pas ce qui doit vous intéresser aussi, parce qu'on regarde pas les pixels dans la photo. Personne n'a écrit « Oh, c'est formidable tes photos à 35 millions de pixels ». Ce qui vous touche, c'est une émotion. Donc, c'est pas 100 millions, enfin, c'est pas 1000 ou 2000 pixels qui vont forcément faire la différence. Voilà. Pour le reste, vous voyez, je suis pas très bon pour répondre à ce genre de questions. Répondez vous-même à ces questions en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si vous allez en montagne, prenez de petits appareils. Si vous allez au bord de l'eau, des appareils solides qui vont être étanches. Bref, c'est à vous de répondre à ces questions avec votre pratique et ce que vous avez envie de faire. Non, mais je pense que tu as parfaitement répondu avec ton œil de photographe. Alors maintenant, autour de l'organisation des photographies, est-ce qu'il est possible en fait d'organiser de réaliser des photos aussi incroyables en ne partant qu'une seule fois dans un lieu? Ou bien penses-tu que le fait d'y repartir chaque année t'aide à réussir en grande partie? Combien de temps est-ce que tu restes dans les endroits pour faire ce genre de photos? Aujourd'hui, avec ton expérience, en gros, tu fais pour combien de temps sur un lieu? Oui, bien sûr. Pour prendre la dimension du lieu. Alors, c'est une excellente question aussi, bien sûr. En fait, l'allié du photographe professionnel, c'est le temps. Le luxe du photographe, c'est le temps. Il se trouve que le temps, c'est de l'argent aussi, parce que tout le monde le sait, voyager, se déplacer, ça coûte souvent très cher. Et souvent, pour se rendre plus on se rend dans des lieux éloignés, difficiles d'accès, plus ça coûte cher, paradoxalement. Moins il y a du monde, plus ça coûte cher. Et donc, c'est souvent difficile. Effectivement, pour réaliser les images que je vous ai montrées, c'est le fruit de peut-être 10 ou 20 ans de photographie, je ne sais pas exactement, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, le temps est quelque chose d'essentiel. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'en partant une semaine, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut sortir de chez soi, et donc pour réaliser des photographies. Donc, si vous avez une journée, c'est déjà bien. Si vous avez une semaine, c'est mieux. Si vous en avez 2, c'est encore mieux. Si vous avez 2 mois, c'est mieux. Et si vous avez 2 ans, le résultat sera toujours meilleur. C'est comme ça et ça marche pour tout, de toute façon. Pas uniquement pour la photographie. Toute création demande du temps, c'est chronophage, et plus vous en avez, mieux le résultat sera. En général, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus en faire une obsession. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire le mieux possible dans le temps qui nous est imparti. Donc, si vous avez l'occasion de partir en voyage une semaine, c'est déjà génial. Vous avez déjà 7 jours pour faire des photos merveilleuses. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que les photographes professionnels, on essaye d'y passer du temps. Voilà.
Et ça, il y a pas de secret. C'est ce qui va faire aussi la richesse d'un reportage et aussi la profondeur, parce que il y a des choses que je ne voyais. C'est très étrange d'ailleurs. Au fur et à mesure du temps, le regard évolue. Pas toujours dans le bon sens. La première fois, quand on arrive, on est étonné. Moi, la première fois que je suis allé en Papouasie, très honnêtement, je photographiais tous les Papous avec leurs plumes, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'étais attiré par cet exotisme exacerbé. Bon. Mais ensuite, j'ai commencé à regarder d'autres choses et puis à oublier les plumes. Et pour tout vous dire, pour la petite anecdote, après être allé 5 ou 6 fois au Hagen Show, donc ces grands festivals, j'avais plus envie d'y aller parce que je trouvais ça inintéressant, parce que je l'avais trop vu, je trouvais ça trop classique, j'avais envie de faire des choses plus intéressantes. Et puis un jour, j'étais justement avec un groupe Tamera Secret Planet, parce qu'on a eu l'occasion de partager un moment ensemble, je mangeais avec eux, et avec tout le groupe, je m'étais un petit peu incrusté avec eux pour pas se parler un moment en fait. Et puis on discute et je leur dis, je crois que je vais retourner au Hagen Show demain. Et puis j'y suis retourné. J'ai été pris de nouveau par leur naïveté, leur candeur sur ce festival que j'ai trouvé formidable. Et puis le lendemain, je leur ai dit, en fait, ce festival, il est formidable. J'ai été idiot de vous dire que j'étais un peu blasé. En fait, il faut que j'y retourne parce que j'ai été bête. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que le regard, il évolue sur les choses. Il faut le laisser évoluer et puis on va redécouvrir des choses. C'est comme ça que je me suis mis à faire des photos de détail au Hagen Show, celles que je vous ai montrées. Les premières années, je ne faisais pas ces photos de détail. Je les ai fait après 10 ans. Donc, voilà, je crois que le temps est important. Profitez simplement du moment et puis voilà, c'est tout. Alors, pour terminer peut-être, et justement dans le voyage, et puis dans la photographie, il y a deux, trois questions. Alors, on va dire, en termes de langue, justement, de communication sur place, comment tu fais, notamment quand tu es en immersion totale. Est-ce que tu as appris quelques mots de papou? Oui, c'est une question essentielle pour la Papouasie, mais aussi pour tous les voyages. Alors, il se trouve que moi, je voyage depuis plus de 20 ou 25 ans en Papouasie, donc forcément, je parle couramment papou, je connais beaucoup de papou, donc la barrière de la langue n'est pas un problème. Mais c'est vrai que par contre, si on veut réaliser, à mon sens, mais même pas forcément si on veut réaliser un travail photographique intéressant, mais je pense que si on veut vraiment rencontrer des gens du bout du monde, il faut qu'à un moment ou un autre, il y ait un intermédiaire, quelqu'un qui soit un passeur et qui a envie de partager avec vous sa culture. Donc, quand je réalise des photos en dehors de Papouasie, ce qui m'arrive de moins en moins, mais j'ai aussi beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, en Birmanie, avec, encore une fois, avec vous, avec Secret Planet, moi, je ne parle pas un mot de birman. Mais par contre, je fais toujours le nécessaire pour qu'il y ait avec moi quelqu'un qui va parler soit anglais, soit français, et birman pour m'aider à traduire, à comprendre, à faire des interviews, à m'expliquer. C'est vraiment essentiel. Donc la question de la langue, elle est vraiment essentielle. Ouais. Et je pense que c'est important dans les voyages pour pouvoir communiquer d'une façon ou d'une autre. Alors une question autour du voyage, peut-on partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Alors je te laisserai peut-être répondre parce que toi tu as des informations très fraîches en fait avec oui, qui est bien sûr. De alors, j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui ou dans 3 mois? Alors, on nous parlait de nos voyages, est-ce qu'ils sont confirmés? Donc, juste moi un mot sur nos départs. On a un départ le 31 juillet qui n'est pas encore reporté, mais qui est plein d'ailleurs, avec 9 personnes. On a un autre départ le 6 septembre qui n'est pas encore annulé. Voilà. Mais je vais écouter aussi ce que nous dit Marc, puisque tout évolue heure en heure, de jour en jour. Ben, oui, effectivement. Alors, en ce qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée en général, évidemment, on peut y voyager, bien que ceux qui vont s'intéresser à ce pays très vite vont s'apercevoir qu'en général, on considère qu'il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser. C'est pas un mystère. On dit parfois que ça peut être un pays dangereux. Donc, je ne dirais pas le contraire, mais je dirais simplement que, comment dire, la dimension dangereuse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est très très ciblée dans la capitale en particulier, dans des endroits en particulier, et qu'en réalité, c'est pas dangereux de voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée à partir du moment où on respecte certaines règles. Il y a des endroits où j'irai pas me promener à Paris en pleine nuit, mais c'est un petit peu la même chose pour la Papouasie. Donc, de façon générale, si on respecte certaines règles de base, c'est pas plus dangereux de voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'ailleurs. Par contre, en ce qui concerne la situation aujourd'hui, je serais bien prétentieux de faire des prédictions. Les frontières de l'espace Schengen sont fermées. Les frontières de Papouasie sont en train de se rouvrir, mais il y a une quarantaine qui est obligatoire pour entrer en Papouasie à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Donc, quelle sera la situation au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre?
personne ne peut vraiment en présager. Je croise les doigts pour que ces voyages puissent avoir lieu, parce qu'évidemment, la Papouasie, c'est un pays qui est magnifique et j'encourage les gens à y voyager si c'est possible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens attendent encore un peu. S'il y a des voyages qui sont pleins, ceux qui ont déjà réservé, je pense qu'il faut qu'ils attendent un peu des infos que vous aurez et puis des décisions que vous prendrez à Secret Planet. Et puis pour les autres, réserver des voyages pour l'année prochaine, évidemment, ce sera certainement possible. Les frontières vont être ouvertes. Ouais. Il faut savoir, je terminerai là-dessus, tu peux me poser bien sûr d'autres questions, mais la Papouasie a été jusqu'à aujourd'hui très peu impactée par le coronavirus. Il n'y a eu que 7 cas, aucune hospitalisation. Les gens n'ont pas été, ils ont été malades bien sûr, mais il n'y a eu que 7 cas et l'épidémie est vraiment circonscrite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent soin de bien mettre en place une quarantaine et un certain nombre de restrictions pour éviter que l'épidémie se développe en Papouasie. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt bien lotis pour l'instant. Bon, il y a une question là qui arrive sur l'Irian Jaya. Donc effectivement, on fait des voyages en Papouasie indonésienne. Et voilà, oui, c'est assez différent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu veux en dire 2 mots, Marc? Oui, bien sûr. Alors moi, je peux pas vraiment parler de l'Irian Jaya que je connais très peu. J'y suis allé 1-2 fois seulement. Mais c'est vrai que ce sont 2 pays complètement différents. C'est très étonnant d'ailleurs. C'est 2 pays très différents puisque l'un est indépendant depuis 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de l'autre côté, la Papouasie indonésienne, la Papouasie occidentale, c'est une zone qui fait partie de la même île, la Nouvelle-Guinée, mais qui est sous la domination de l'Indonésie depuis maintenant la décolonisation des Hollandais. Donc, c'est 2 pays qui n'ont absolument rien à voir, des découvertes qui n'ont rien à voir. Libre à chacun de découvrir la Papouasie qu'il aime. Moi, je suis un fou des Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que j'ai une histoire d'amitié forte et que je parle leur langue. Mais la Papouasie occidentale, c'est un autre pays, certainement tout aussi beau à découvrir. Oui, on va donc au festival là, chez les Dani, donc festival de la Vallée de Paliem, qui est en août, bon, qui est quand même moins coloré que ce qu'on a vu sur les photos de Marc côté Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis on va voir les Korowai également. Voilà. Donc alors deux questions. Un, est-ce qu'on organise et est-ce que tu organises des stages photos parce que je pense que tu en as convaincu plus d'un. Et 2, la dernière question. Pour quand une expo de tes photos? Alors, est-ce que j'organise des voyages photos? Des stages. Ouais, des stages. J'ai jamais eu l'occasion. En fait, je suis toujours très très pris. Toi qui me connais un petit peu, tu sais que j'ai une activité intense, donc je le fais pas. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être un projet d'ailleurs. Ça pourrait être un projet. Ça me déplairait pas. Bon, peut-être que j'ai des qualités de photographe, mais je suis pas sûr que j'ai des qualités de guide et d'organisateur de voyage. D'organisateur de voyage peut-être, mais de guide, je sais pas, à voir. Mais cela dit, ce serait pourquoi pas avec plaisir si éventuellement il y a un certain nombre de personnes qui étaient intéressées en passant par toi et s'ils vous posent la question, on pourrait imaginer organiser quelque chose en Papouasie spécifiquement autour de la photographie. Pourquoi pas une fois à l'occasion un week-end en France. En ce moment, la période du déconfinement va s'y prêter. Avant de partir en Papouasie, on pourrait prévoir déjà un week-end en France. Parce que j'ai l'habitude de dire aussi que l'aventure, elle commence vraiment derrière notre porte. J'ai la chance d'avoir une histoire d'amitié forte, une histoire forte avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je considère vraiment les Papous comme des amis du bout du monde, mais comme des Français. Ils sont très différents, bien sûr, mais je ne fais pas de différence. Donc, l'aventure, elle commence aussi juste à ma porte. On peut faire de très belles photos dehors, dans notre quartier, notre région, notre ville. Et on pourrait très bien imaginer commencer par faire des photos juste autour de chez nous. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, une expo. Non, je ne crois pas avoir d'expo de prévu aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait organiser quelque chose à Secret Planet. En ce moment, je travaille plutôt sur des documentaires. Je l'ai expliqué pendant cette présentation. Je travaille beaucoup autour de documentaires. Et je prépare un nouveau documentaire sur la forêt avec mon acolyte de toujours, Moudidje Kepanga. Donc déjà, on va essayer de terminer notre livre pour enfants, faire ces documentaires, et puis peut-être qu'on organisera une exposition, pourquoi pas. Mais ce sera avec plaisir. Marc, on va donc malheureusement s'arrêter là. Il y aura encore plein d'autres questions. C'était vraiment un moment à la fois passionnant et merveilleux. On a évidemment des questions sur le livre. Naturellement, on vous enverra dans le mail à la semaine prochaine avec le replay, le lien pour que vous puissiez bien sûr participer
à ce livre qui est génial, qui est drôle, comme tout. Je remercie Thibaut à la technique, qui a toujours des sueurs froides avec cette plateforme qui est un peu fragile. Clémentine à la com, qui nous a aidé à monter tout ça. Marc, je te laisse le dernier mot. Merci encore. Ben oui, merci. Évidemment, merci pour votre invitation. Je crois que mon dernier mot, il sera vraiment tout bête. C'est qu'on a évoqué la technique, on a posé des questions sur la technique, la durée, le temps, etc., etc. Mais je crois que si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas moi, mon conseil de photographe pour faire de bonnes photos, c'est le sourire. Parce que je crois que sourire aux gens, passer du temps avec eux, manger avec eux, rire avec eux, ça ouvre toutes les portes. Ensuite, si éventuellement on fait des photographies, ben, elles n'en seront que meilleures. Et je pense que c'est vraiment mon conseil de photographe. Souriez, vous ferez des bonnes photos. Merci Marc. À bientôt à tout le monde. Bonne soirée et bon week-end. Merci beaucoup. Bonne photo.